Bonjour, bienvenue. Je vais vous montrer et expliquer en quoi est-ce que les vecteurs d'embedding sont importants dans les modèles d'intelligence artificielle. Ici, en l'occurrence, nous allons voir les LLM, donc les fameux grands modèles de langage, Large Language Model. Donc LLM, Large Language Model. Donc, qu'est-ce qu'on appelle un vecteur d'embedding? Un vecteur d'embedding, c'est une liste de composantes. Un vecteur d'embedding, c'est une liste de composantes comme ceci, qui contient donc des nombres. Et ces nombres en question représentent les aspects sémantiques de votre phrase, de votre prompt. Donc, quand vous tapez un prompt, l'IA convertit ce prompt en vecteur d'embedding. D'accord? Lorsque vous tapez un prompt pour la machine, ça représente un vecteur d'embedding. Il y a une conversion derrière, un algorithme qui fait cette conversion-là. Et cette conversion, ce vecteur d'embedding, a des valeurs qui sont renseignées. Ça, vous ne le voyez pas, mais derrière, c'est le processus qui se passe. Et ces valeurs, en fait, renseignent donc les relations sémantiques de votre prompt. Et c'est à partir de ces valeurs-là que la machine, derrière les algorithmes, vont se servir pour pouvoir essayer de comprendre votre phrase, trouver les concepts et les relations qui lient votre phrase avec les relations vues lors de l'entraînement de la machine et afin de vous apporter une réponse cohérente sur votre interface. Voilà ce qui se passe réellement. Donc, vous avez premièrement votre prompt qui convertit en vecteur d'embedding. Maintenant, je vous amène dans le cœur de la relation entre votre vecteur d'embedding, donc qui est votre prompt du point de vue de la machine, avec les relations au sein de la base de connaissances, la base de données vectorielles, où va se jouer maintenant les comparaisons de similarité entre les concepts et vous apporter cette fois-ci une réponse. Donc, un vecteur, c'est un objet mathématique que l'on peut représenter dans un espace donné. Et en l'occurrence, cela tombe bien parce que les IA ont été conçus, les LLM se basent sur les notions d'espace vectoriel. Et nous avons par exemple les grands modèles de langage, nous avons des vecteurs qui ont des dimensions assez très grandes. Par exemple, le GPT-3, si je ne dis pas de bêtises, on était à minimum 768 composantes. Donc 768 composantes ou dimensions qui capte les aspects sémantiques de votre phrase, de votre prompt. Et imaginons un espace vectoriel représenté ici. Prenons un exemple, d'accord? Imaginons, bien sûr, de minimum 768 dimensions. Ce qui se passe ici, c'est quoi? C'est que votre prompt, qui est un vecteur, va être représenté, supposons qu'il est représenté ici. Ok, là. Il correspond dans l'espace vectoriel à un point. Ok. Maintenant, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que vous voyez bien qu'il y a d'autres, ça c'est la base de données vectorielles. Dans cette base de données vectorielles, il y a tous les vecteurs d'embedding qui sont stockés. Ces vecteurs d'embedding ont été obtenus lors de l'entraînement du modèle. Et donc, lorsque le modèle récupère votre vecteur d'embedding, qui est votre prompt, il le représente dans sa base de données vectorielle. Et maintenant, dans cette base de données vectorielle, il va comparer votre vecteur d'embedding avec l'ensemble des vecteurs d'embedding dans cette base de données vectorielle pour trouver le ou les vecteurs similaires à votre vecteur d'embedding. Quand on parle de similarité, on parle en fait
de calcul de distance cosinus, par exemple, ou de distance euclidienne, ceci. Le produit scalaire donc entre deux vecteurs. Si je prends deux vecteurs U, ceci c'est peut-être pas assez propre. Alors, prenons deux vecteurs U, V. Le produit scalaire, c'est ça. Le cosinus alpha, donc c'est U scalaire V, divisé par le produit des distances euclidiennes. Et l'angle entre U et V est un angle alpha. Donc, pour ici, dans cette base, donc voici notre vecteur d'embedding, d'accord? On va comparer en termes de similarité ce vecteur d'embedding avec un ou les vecteurs se trouvant ici. Supposons, prenons un vecteur que je trace ici. Il a un angle alpha là. Pour comparer ce vecteur avec celui-ci, on va mesurer le cosinus de cet angle ici en question. Si je prends un autre vecteur ici, de même, j'appelle angle bêta, de même, je devrais faire la même chose en comparant, en calculant le cosinus de l'angle bêta ici. Et parmi les deux vecteurs, le cosinus qui aura la valeur la plus proche de 1 va me renseigner sur quel vecteur prendre entre ce vecteur-ci ou ce vecteur par rapport à mon vecteur d'embedding. C'est là donc la question de comparaison par similarité. Et donc c'est ce cosinus qui est calculé dans certains modèles, c'est ce qui est conseillé. D'autres modèles passent aussi par le calcul simple de la distance euclidienne, mais plus généralement on calcule la valeur du cosinus. Et on sait très bien que cette valeur, elle est comprise entre moins 1 et 1. Donc, pour trouver le vecteur parfait, entre guillemets, qui correspond à notre vecteur d'embedding, qui était notre prendre, c'est donc la valeur du cosinus en question, qui va tendre vers 1, pour quel que soit alpha en question. Et lorsque le modèle va trouver le vecteur qui est le plus proche de notre vecteur d'embedding, c'est ce vecteur d'embedding en fait qui va être récupéré par la base de données, qui va passer par un décodeur. Ce décodeur maintenant va traduire les différentes composantes de ce vecteur-là pour après traduire cela en langage naturel et nous afficher cela sur notre interface. Voilà le processus de transformation d'une part de votre prompt en un vecteur d'embedding. Dans la base de données, il y a une comparaison par similarité en recherchant le ou les vecteurs d'embedding correspondant de manière globale à votre vecteur d'embedding qui était votre prompt. Derrière, on récupère ce vecteur ou les vecteurs parce que quand vous posez par exemple une question sur Google, par exemple, Google Chrome, vous pouvez avoir plusieurs informations se trouvant dans différentes pages en question. Ici, c'est le même processus qui se passe, simplement, l'algorithme derrière va aller récupérer ces différentes informations dans les différentes pages, si je dis peut-être 3 pages. Donc cela correspond à 3 vecteurs d'embedding qui correspondent à ces différentes 3 pages en question. Et ChatGPT, pour un grand modèle de langage comme celui-là, va synthétiser donc ces vecteurs-là et les décoder via un algorithme de décodage qui après maintenant va traduire l'affichage en langage naturel sur l'interface de l'utilisateur pour que l'utilisateur ait une réponse riche, contextualisée et cohérente à sa question posée à son prompt. Voilà de manière schématique et très bref ce qui se passe derrière lorsque vous tapez un prompt et comment le LLM en question
ChatGPT ou Gemini côté Facebook, peu importe, effectue sa tâche pour pouvoir comprendre votre prompt. Donc, mais en réalité, votre prompt n'est pas compris de la même manière qu'une phrase en langage naturel tel qu'un humain pourrait la lire. Derrière, ce sont des nombres et des vecteurs qui sont liés et associés. Sur ce, je m'arrête là. On se revoit la prochaine pour mieux comprendre ces différents exercices et surtout, c'est très important lorsque vous souhaitez mettre en place pour concevoir une solution d'intelligence artificielle. Merci de nous suivre.